Comment ils vont? C'est le cauchemar de tout pilote de F1. Imaginez. L'une des écuries de F1 les plus fortes des 20 dernières années, l'un des pilotes les plus dominants de l'histoire de ce sport, avec vous, mais en même temps, contre vous. C'est ce que vivent les coéquipiers de Max Verstappen chez Red Bull. Depuis 8 ans, l'ogre batave les dévore un par un, parfois avec l'aide de son équipe. Ricciardo, Gasly, Albon, Tsunoda, Lawson, Perez, tous y sont passés. Enfin, presque tous. Vous allez voir. Et si j'ai dit 8 ans alors que Max est là depuis 10 saisons, c'est pas un hasard. Vous allez comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on revient sur ces coéquipiers que Verstappen et Red Bull ont brisés. Et on évoque cette fameuse malédiction sur la Red Bull numéro 2. Je vous préviens, certains éléments pourraient vous surprendre. Allez, on en parle. Si ce genre de contenu te plaît et que tu veux nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Le premier pilote de cette liste, évidemment, c'est Yuki Tsunoda, coéquipier de Max depuis le Grand Prix du Japon 2025. Pour lui, le face-à-face avec Max en qualif, c'est 0-10, et pour la course, c'est 1-9. Faites pas comme si vous saviez pas. D'ailleurs, le 1, c'est l'Autriche où Max fait DNF et Yuki termine dernier. Bon, Yuki, il arrive dans cette Red Bull dans des conditions un peu, disons, spéciales. Mais revenons un tout petit peu en arrière. En 2024, Yuki, on va le dire, il est à son prime. Il porte son équipe comme il ne l'a jamais fait avant, il est d'une solidité sans faille, et sur le papier, c'est lui qui doit monter dans la Red Bull. Il a de l'expérience, il est en confiance, il progresse chaque année. Sur le papier, le choix logique, c'est lui. Mais non. Yuki, il est complètement snobé par Red Bull qui lui préfère Liam Lawson dont on parle juste après. Faut pas oublier un truc dans cette histoire, les gars, c'est que Yuki, c'est un pilote Honda. Et Honda, en 2026, il part chez Aston. Du coup, chez Red Bull, on le voit plus vraiment comme un projet d'avenir. D'ailleurs, en vrai, on peut le dire, il a rarement eu leur confiance. C'était plus un pilote pour tester les autres qu'autre chose. Il commence donc la saison 2025 avec V-Carb, et c'est après le naufrage de Lawson sur le début de saison qu'il est promu. Je sais pas si on peut parler de bouche-trou, mais clairement, là, c'est une solution de secours. Et sur le moment, on se dit, c'est fou! Enfin, on va le voir performer dans un top team! En tout cas, c'est sûr qu'il va faire mieux que Lawson. Mais non. Yuki, il arrive dans une équipe qui vacille, dans une voiture que seul Max Verstappen parvient à faire fonctionner. Il a les mêmes problèmes que Lawson avant lui. Il ne parvient pas à exploiter cette voiture. Il manque de perf, fait beaucoup d'erreurs, casse la voiture. Rien ne va et on le voit petit à petit se décomposer. Dans les débriefings, il n'apporte plus rien, sa confiance est détruite. C'est plus le même pilote et sa trajectoire a pris un sacré coup. Pour vous dire l'ampleur du truc, au classement général, les deux pilotes V-Carb sont devant lui au moment où je tourne cette vidéo. Yuki, il est dans un cercle vicieux. Il n'arrive pas à faire fonctionner cette RB21 comme beaucoup avant lui en soi. Et il perd confiance en lui, ce qui lui fait faire des erreurs, surconduire et prendre des risques inutiles. La course chaotique qu'il fait en Autriche en est un super exemple. Pour être honnête, je donne pas cher de la peau de Yuki sur cette deuxième partie de saison. Il est détruit psychologiquement, il a aucun rythme. Chez Red Bull, on a perdu confiance en lui. Je vois pas vraiment comment il peut sortir la tête de l'eau. Le pire, c'est que cette saison va forcément impacter son avenir. Et comme en F1, la mémoire est très courte en général, ça sent vraiment pas très bon pour lui. Perso, je le vois pas dans cette écurie l'année prochaine, et ça va être chaud de le voir continuer en Formule 1. Mais bon, au moment où je vous parle, on est juste à la mi-saison, il peut encore se passer beaucoup de choses. On passe à Lawson. Maintenant, Liam Lawson, 2 Grands Prix, 2 claques et une sortie express. Coéquipier de Max du Grand Prix d'Australie 2025 au Grand Prix de Chine 2025. 2 Grands Prix, ouais. Le face-à-face avec Max en qualif, c'est 0-2, et celui en course, c'est 0-2 aussi. Pas de surprise là non plus. Bon, Liam, c'est un ensemble de trucs incompréhensibles, je trouve. D'abord, on le met dans cette voiture alors qu'on a un Yuki qui peut prendre cette place et qui le mérite beaucoup plus, je l'ai dit. Donc on le propulse dans une Red Bull après 11 Grands Prix où il s'est plus ou moins montré. Il a été rapide surtout le dimanche et il a montré des skills d'agressivité qui ont plu à Red Bull. En plus de ça, faut le dire, Lawson c'était un ambassadeur de l'écurie dans le sens où il faisait toutes les activations, en plus d'être 3e pilote de l'équipe, donc il roulait dans le simu, en essai privé, tout ça, avant de prendre donc la place de Ricciardo fin 2024. Et là, dans son cas, je vais pas vous mentir, à l'époque, je trouvais ça assez logique. En fait, pour moi, il y avait juste personne d'autre, sachant que Yuki ferait plus partie du projet en 2026. Du coup, si tu veux aller chercher dans ton vivier, c'est un peu la seule option si tu veux remplacer Perez. En gros, Yuki méritait plus, mais Lawson, c'était le choix logique à partir du moment où tu sortais Ricciardo de l'équation. Je vous rappelle qu'il y avait lui aussi. Bref, Lawson, il commence la saison 2025, et... voilà. 2 Grands Prix, terminé. Et je l'ai dit dans cette vidéo, je trouve ça hallucinant. Parce que oui, il était dernier ou vraiment très loin de Max, mais l'Australie et la Chine, c'est 2 circuits où il n'avait jamais roulé. Bon, il avait roulé à Shanghai une fois, mais en 2018, le mec. Perso, je suis assez convaincu que Liam, il serait dans les mêmes temps que Yuki si on l'avait laissé dans la voiture aujourd'hui. 2 Grands Prix, les gars. 2. D'ailleurs, c'est une décision qui a déclenché beaucoup de problèmes en interne. C'est un immense red flag, d'ailleurs Max n'a pas du tout kiffé. Il l'a clairement dit, c'était pas un problème de pilote, même problème de voiture. Ce qui se passe aujourd'hui le démontre parfaitement. Bref, Liam est reparti chez V-Carb, et s'il est pas non plus incroyable, il est quand même bien mieux que chez Red Bull. Et ce que je trouve insupportable en vrai dans ce cas-là, c'est qu'ils ont brisé le mec. Il avait ce petit truc là, cette confiance, cette hargne, en 2 courses, disparu. Alors certains diront qu'il s'est juste confronté à la réalité, mais c'est fou de se dire que de par leur décision, ils brisent leur propre pilote. Vous allez voir par la suite que c'est pas nouveau. Hein. En tout cas, je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Mais alors on se parle, Liam, il est P16 au championnat, une place devant Yuki Tsunoda. Je pense que ça en dit long. Ah, peut-être celui que vous attendez le plus. Sergio Perez, coéquipier de Max Verstappen du Grand Prix de Bahreïn 2021 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2024. Face à face avec Max en qualif, 10,79. Face à face avec Max en course, 10,80. Un sujet compliqué mais intéressant.
Checo, il arrive chez Red Bull fin 2020 à la place d'Alex Albon qui n'a pas satisfait. C'est un pilote expérimenté qui a toujours été performant dans les équipes où il est passé, sauf chez McLaren. Et en vrai les gars, perso à l'époque, sa réputation de chien talus sur la piste, elle me donne l'eau à la bouche en vue de son association avec Max. Ça a pas duré longtemps, vous savez comment ça a tourné. En 2021, il fait à peu près le taf dans une voiture qui lui va un peu mieux que les suivantes, mais c'est un peu sa perf quand même qui fait que son équipe n'est pas championne du monde. Il manque de constance, pas régulièrement de trop loin pour aider son coéquipier, il prend 36 points par Bottas au classement. Le ministre de la Défense, on l'a vu 2 fois et heureusement qu'il y a eu ça. Quoique c'était un petit peu à la limite de l'antisportif quand même. Mais bon, on va lui donner ça. Quoi qu'il en soit, étant donné de ce qu'on a vu après, à 2021, c'était une super première saison si on est objectif. Ça, je vous l'accorde. C'est en 2022 que les choses deviennent vraiment intéressantes. Sur le début de saison, Checo, il est plutôt pas mal puisqu'il arbitre littéralement le combat avec Leclerc dans un premier temps. À Monaco, il domine même Max, et là, il se dit « je joue le titre ». D'ailleurs, il le dit même. Et c'est suffisant pour convaincre Red Bull de le faire continuer. La suite, vous la connaissez aussi. P3 au championnat avec une saison plutôt correcte, mais toujours trop de soucis en qualif pour matcher son coéquipier. Et des espoirs douchés rapidement quand même, encore une fois, par un Max piqué par ce résultat monégasque. Red Bull est champion du monde très facilement, grâce à ces 2 pilotes. En vrai, en 2022, perso, j'étais deg de pas avoir un mec plus compétitif pour aller challenger Max, mais le taf de numéro 2, en soi, il le faisait. Arrive 2023 avec encore plus d'épices. Le début de saison est assez intéressant, avec un Checo Pérez qui joue le championnat sur les 5 premières courses. Il fait 2 victoires, ça va très bien. C'est le Grand Prix de Miami qui tue sa saison. Avant la course, Pérez déclare « je me bats pour le titre ». Faut dire qu'il s'est imposé en Azerbaïdjan dans une voiture qui a l'air de lui aller aussi bien qu'à Max. Sur les circuits urbains en tout cas. Il part en pole, Max part 9ème, et à l'arrivée, il prend 5 secondes par son coéquipier. Cette course, elle enterre sa saison. Et Red Bull commence déjà à se poser des questions. Derrière, c'est terminé. Plus aucune victoire, et une P2 sauvée par une disqualification de Lewis à Austin, dans la voiture la plus dominante de l'histoire. En fait, chez Red Bull, on est tellement mécontent de sa perf qu'on commence à imaginer mettre Daniel Ricciardo dans la voiture. On comprend pas comment un pilote aussi expérimenté peut autant se faire écraser par Max, alors que les 2 voitures sont les mêmes. Au final, à Zandvoort en 2023, Daniel se blesse, et on garde Checo pour 2024. Et encore une fois, l'illusion existe. La Red Bull est tellement dominante qu'ils font 3 doublés sur les 4 premiers GP. Checo a l'air de s'en sortir, même si encore une fois Max est largement au-dessus. Mais encore une fois, le scénario va se répéter. À partir du Grand Prix de Miami, Pérez, c'est 2,5 points marqués en moyenne jusqu'à la fin de la saison. Dramatique. Red Bull ne veut plus continuer et décide de le sortir de son baquet. En fait, ce qui est intéressant avec Pérez, c'est qu'il fait des saisons qui se ressemblent quand même pas mal, quand on regarde. Des débuts de saison encourageants avec 2023 en point d'orgue, et des descentes aux enfers plus ou moins fortes avec 2024 comme pire moment. Et en vrai, avec ce qu'on voit aujourd'hui, on peut le dire, c'est peut-être normal en fait qu'il ait galéré autant. Le problème, on le voit bien, c'est cette voiture. Oui, mais il n'y a pas que ça. Faut le dire, il y avait un gros souci avec les retours techniques de Pérez, il perdait systématiquement la confiance des ingénieurs, et c'est pour ça que le développement allait dans le sens de Max Verstappen, dont le pilotage est si spécifique, si pointu, certains diront même si extrême. C'est un ensemble de choses qui a fait qu'il s'est petit à petit fait détruire par Max, sur et en dehors de la piste. Même si entre nous, la vraie raison, je vous la donne dans le dernier chapitre de cette vidéo. Par contre, en vrai, vous allez le voir dans la suite de la liste, Pérez, il a plutôt été bien traité par Red Bull. Quand tu compares, c'est assez flagrant. Avec l'écart en qualif et les résultats moyens qu'il a eu dans une voiture hyper dominante, son écurie a été plutôt sympa. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi. Plusieurs choses. D'abord, il allait très bien à Max et son entourage tant que la voiture était suffisamment bonne pour aller gagner confortablement. Il faisait pas de vagues, il restait dans l'ombre, il était un gentil petit numéro 2. D'ailleurs, ça gênait pas trop Red Bull non plus tant qu'il gagnait facilement le championnat. Ensuite, indéniablement, il y a le business. Pérez, il parlait à toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale et même les US. Pour Red Bull, c'était une machine à cash. Pour vendre des canettes et pour vendre du merch. Il suffit de voir le nombre d'abonnés perdus par Red Bull sur les réseaux quand il est parti pour comprendre l'impact du mec. Pérez, c'était un ambassadeur de la F1 dans ses contrées. Il avait un vrai poids marketing pour son équipe et pour le produit F1 même. Alors moi, vous savez, je suis pas un grand fan du mec, J'ai toujours eu du mal. Je peux reconnaître que ce qu'on voit aujourd'hui va un petit peu dans son sens, mais je pense qu'il faut aller plus loin que juste se dire, au vu de ce qui se passe avec la numéro 2, ils auraient dû le garder. Pour moi, il aurait galéré autant que Yuki. Je pense qu'à la base, il était peut-être pas au niveau pour un top team, que Red Bull c'est un environnement hyper complexe, et que Max était juste beaucoup trop fort pour lui. Encore une fois, on reparle de ça en fin de vidéo. Next, Alex Albon, coéquipier de Max Verstappen du Grand Prix de Belgique 2019 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2020. Le face-à-face avec Max en qualif, c'est 1,25. En course, c'est 8,17. Lui, c'est une situation assez intéressante aussi. Albon, il arrive chez Red Bull courant 2019 en remplacement de Pierre Gasly, qui a lui aussi été rétrogradé chez Toro Rosso après 6 mois. Donc il monte chez Red Bull littéralement 6 mois après avoir commencé sa carrière en F1. La pression, tu connais. Et figurez-vous qu'en 2019, c'est pas si mal si on regarde de plus près. Par exemple, sur son premier Grand Prix avec l'équipe, il fait une P5 quand Max fait des N9. Le Grand Prix suivant en Italie, il est P6 quand Max fait P8. Attends quoi ? Eh oui, votre pote en 2019, en fait, il est relativement proche. Alors il est moins rapide en course et en qualif, ne vous méprenez pas, mais bon, pour un mec qui vient d'être propulsé dans un top team, très honnêtement, c'est pas mal. En 2019, le face-à-face en course sur la demi-saison, c'est 5-4 pour Max. Alors il y a quelques circonstances et tout, mais c'est vraiment pas mal. C'est pas le Max qu'on connaît aujourd'hui non plus, évidemment. Il est beaucoup moins fort, mais ça reste solide. C'est 2020 qui va être beaucoup plus compliqué pour Alex Albon.
Même si en vrai c'est loin d'être pourri étant donné des qualités de sa voiture qui ne sont pas les mêmes que par la suite. Il prend 109 points quand même. Hein. Le pire dans tout ça, et je suis persuadé que ça a joué, c'est qu'il joue la victoire sur le premier Grand Prix de la saison en Autriche, année Covid, année chelou, rappelez-vous, et il se fait sortir par Lewis au virage 4 alors qu'il avait tout pour aller chercher la victoire. Il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser que ça impacte la suite de sa saison. Le problème d'Alex en 2020 en fait, c'est que son déficit en qualif vis-à-vis de Max, il a doublé entre 2019 et 2020. On est passé de 3 à 6 dixièmes, ça fait beaucoup. En fait, Alex, il se battait avec la voiture un peu à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui, à tel point qu'il a même changé d'ingénieur avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Où il tape en essai d'ailleurs et est sorti en Q2 avant de prendre une pénalité et finir P8. C'est en Russie qu'on va passer un niveau de plus, avec un Max qui se bat avec les Mercedes devant et un Albon qui se qualifie à 1 seconde de son coéquipier. Il y aura une P3 à Sakir et une autre P3 à Abu Dhabi, mais ça en est trop pour Red Bull qui décide de le remplacer par Sergio Pérez. Direction la réserve pour Albon, qui rebondira plus tard chez Williams. En vrai, dans son cas, les gars, je peux pas m'empêcher d'avoir des regrets. Il s'est fait détruire en 2020 et la confiance n'était plus là, mais je sais pas, j'ai le sentiment qu'il en avait beaucoup sous la pédale et qu'on aurait pu retrouver une dynamique à la Ricciardo à un moment donné. Même si je l'aurais jamais vu aller chercher Max, il aurait vraiment pu apporter plus selon moi. En tout cas, pour moi, il avait beaucoup plus de potentiel. J'avoue, c'est un petit regret de pas l'avoir vu continuer, même si à l'époque, j'étais vraiment content de voir Checo Pérez prendre sa place. Je l'admets. Si j'avais su. En parlant de regrets, tiens, Pierre Gasly, coéquipier de Max Verstappen du Grand Prix d'Australie 2019 au Grand Prix de Hongrie 2019. Le face-à-face avec Max en qualif, c'est 1-11. Le face-à-face en course, c'est 1-11 aussi. Encore un qui a pas fait long feu, et le premier qu'on a vraiment fait sauter prématurément dans l'histoire de cette équipe. Pour la remise en contexte, Pierre à l'époque, il sort d'une saison très correcte avec Toro Rosso, sa première saison complète en Formule 1. Je parle de 2018, vous avez capté. En cours de saison, on apprend la sortie de Daniel Ricciardo en fin d'année, et Red Bull décide donc de lui donner une chance dans sa voiture. Là, on se dit, mais incroyable, un Français dans un top team, énorme. Red Bull avait gagné 4 Grands Prix en 2018, 2 avec Ricciardo, 2 avec Max. À tout moment, on va avoir ne serait-ce qu'un Français sur le podium. Eh ben non, ça commence hyper mal pour Pierre qui casse la voiture dès les essais de pré-saison. Et ça, c'est la pire des situations parce que ça fait perdre du temps à toute l'équipe, et ça peut impacter la saison. Pour Pierre, ça passe super mal en interne, déjà. Ensuite, il retrouve les mêmes soucis que ce qu'on peut voir aujourd'hui, à une autre époque évidemment. Pierre, il a 5 dixièmes de max en moyenne sur la demi-saison, il n'arrive pas à faire fonctionner la voiture, Red Bull commence à s'inquiéter de ses performances. Pour vous donner une idée, il marque en moyenne 5,25 points sur les 12 GP qu'il fait, contre 15 pour Max Verstappen. C'est pas top et on a vu Pierre depuis, mais à l'époque ça suffit pas pour Red Bull. En Hongrie, il prend un tour par max pour la deuxième fois en un mois, c'en est trop. À l'été, il décide de le remplacer par Albon et de le faire retourner chez Toro Rosso. Là encore une fois, il y a un pattern, sauf que dans son cas, c'est la première fois. On a un pilote qui s'en sort très bien dans la petite sœur, qui arrive chez Red Bull, qui se fait détruire par Max et par l'équipe, et qui sort par la petite porte pour retourner à Faenza et se reconstruire. Et encore une fois, dans le cas de Pierre, comme Albon en soi, on ne lui donne pas assez de temps. Comment veux-tu juger un mec après 12 Grands Prix? C'est une dinguerie, d'ailleurs c'est pire qu'Albon. Certains parlent de 3 saisons pour qu'un pilote soit jugeable dans une équipe. Chez eux, on est sur une demi-saison. Dans le cas de Lawson, 2 GP. Donc évidemment que l'équipe a une responsabilité, on en reparle dans le dernier chapitre. À un moment donné, il faut se poser la vraie question, est-ce que c'est tous ces pilotes qui sont nuls, ou est-ce que c'est le système Red Bull qui les broie? Ce qu'on peut dire par contre, c'est que le seul qui a eu le temps dans tout ça, c'est Pérez, puisque lui, il a fait 4 saisons. Je vais pas dire que c'est pas bien, au contraire, je dis juste que c'est surprenant. Ce qui est vrai dans le cas de Pierre, par contre, et c'est cool, c'est que c'est suffisamment tôt pour qu'il puisse se reconstruire et rebondir. 2020 et 2021, c'est probablement ses meilleures saisons à F1, il a gagné un Grand Prix, et depuis, il a plus besoin de prouver son talent. Ça restera un gros échec de la filière Red Bull selon moi. Vous pensez quoi de ce qui s'est passé avec Pierre? Le dernier pilote sur cette liste n'est pas le moins important, Daniel Ricciardo, coéquipier de Max Verstappen du Grand Prix d'Espagne 2016 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2018. Le face-à-face avec Max en qualif, c'est 24-34, le face-à-face en course, c'est 21-35. Le fameux Daniel Ricciardo. Peut-être le chapitre le plus intéressant de cette vidéo. En 2016, donc quand Max arrive, il est le top pilote de cette écurie, le leader, incontestablement. Il a envoyé Vettel chez Ferrari en gagnant 3 fois 0 en 2014. En 2015, il a séduit la F1 tout entière avec sa personnalité. Il est en place. Mais Max va arriver en bulldozer. Parce que si je disais que Gasly était le premier swap prématuré chez Red Bull, eh ben en réalité, le premier coup de tonnerre c'est celui qui arrive au Grand Prix d'Espagne 2016, quand Daniil Kvyat, surnommé la torpille par Sébastien Vettel, est remplacé par le jeune Max Verstappen, 18 ans. Ça c'était complètement fou. Du coup, Daniel l'accueille, mais sur son premier Grand Prix stupeur, Max s'impose. D'ailleurs, il fait un GP de fou d'une maturité incroyable, mais il semble clair que Red Bull fait tout pour le faire gagner. Pour rappel, les deux Marcos se sortent. Après ça, c'est Daniel qui est en tête, mais la stratégie de Max est la meilleure. Comme par hasard. D'ailleurs, c'est peut-être là que Daniel commence à comprendre. Le jeune Max est rapide et Red Bull met une pièce dessus. Peut-être comme jamais auparavant. En 2016, Ricciardo termine P3 au championnat, 44 points devant Max qui avait raté 4 courses dans la Toro Rosso. Sur le face-à-face en course cette saison-là, ça fait 17 pour Daniel. En 2017, les deux pilotes sont ensemble dès le début de saison, et si Red Bull ne joue pas le championnat, on sait qu'on va avoir droit à un beau duel. Max est en apprentissage, Daniel est chez lui, les choses se passent vraiment bien et on a un superbe duel chez les Autrichiens. C'est une saison un peu compliquée pour Red Bull avec 3 victoires dont 2 pour Max, mais Daniel termine encore devant lui au championnat avec un face-à-face à 11-9 pour Max. Tu peux pas faire plus serré, c'est à peu près pareil en qualif. D'ailleurs, ça explose un peu à Budapest. Max envoie Daniel dehors, Ricciardo lui répond direct par un dos d'honneur. L'ambiance est posée. Coucou! Enfin, coucou! Puis arrive la saison 2018, la plus importante en soi. Faut savoir que cette saison-là, on n'a pas du tout le même Max qu'aujourd'hui. Il est rapide bien sûr, mais il est maladroit, orgueilleux
et il manque de maturité le dimanche. Sur le début de saison, il fait beaucoup d'erreurs, les conférences de presse, c'est des sombres spectacles. En vrai, c'est un pilote assez détestable quand tu te replonges dedans. De l'autre côté, Daniel fait un gros début de saison. 2 victoires sur les 6 premiers Grands Prix et un face-à-face largement à son avantage. Mais il y a plusieurs choses qui vont se passer. La première, c'est le renouvellement de contrat de Max qui a lieu en 2017 et qui fait lui le pilote le mieux payé de l'écurie. Ça, évidemment, ça tend un peu le clan Ricciardo, qui sent que l'équipe commence à se resserrer autour de Max. Ensuite, il y a Monaco, où Max crache en FP3, ce qui compromet sa propre qualif quand Daniel gagne. Ça met du plomb dans la tête de Max, qui se jure qu'il y aura un avant et un après ce Grand Prix. Puis il y a Bakou, où les deux pilotes, en liste pour la victoire, s'accrochent et abandonnent tous les deux. Là, Max il est clairement en faute, mais Red Bull botte en touche. Zéro blâme officiel, aucune communication qui va dans le sens de Daniel. C'est officiel, Daniel n'est plus vraiment le chouchou. Et enfin, en lien avec le premier événement, le 2 août 2018, Daniel Ricciardo, qui avait une proposition de contrat avec Red Bull, annonce qu'il rejoint Renault pour la saison 2019. La déclat de Christian Horner qui suivra sera un symbole. Est-ce qu'il fait le bon choix pour sa carrière ? Pour moi, il fuit un combat. Avec du recul, difficile de ne pas être d'accord avec lui. En fait, vu ce qui s'est passé ensuite, ce choix-là, c'est le pire de sa carrière et celui qui a précipité sa chute. On le voyait comme un futur champion du monde, Max est arrivé et ça ne s'est jamais produit. Le premier pilote qu'il a vraiment détruit en fin de compte. Daniel, il avait tout pour peut-être se battre avec Max, à commencer par le style de pilotage. Alors on peut comprendre qu'il n'ait pas aimé voir l'équipe se rapprocher de Max, il avait peut-être raison, mais on a bien compris qu'Horner l'aimait beaucoup, qu'il avait, comme on dit, un soft spot pour lui, donc je suis pas sûr qu'il aurait été traité comme les pilotes qui lui ont succédé. D'ailleurs, je pense que sa fin de carrière l'a prouvé. C'est drôle parce qu'au final, le responsable de tout ça, c'est peut-être lui. J'exagère évidemment, mais ça part de là, quoi. Pour finir, aujourd'hui, on a tendance à dire que Max l'a détruit à l'époque, et c'est vrai qu'il était jeune et l'a beaucoup battu, mais en vrai, il s'est jamais fait rouler dessus, et les chiffres sont un peu détériorés par sa deuxième partie de saison 2018, où bizarrement, il finissait pas une course. Comme par hasard. Oui, bon. Loin de moi l'idée de faire le complotiste, mais j'avoue que sur cette demi-saison-là, après avoir dit qu'il partait chez Renault, le gars a quand même eu beaucoup de malchance. Voilà pour Daniel. En vrai, dans son cas, ça me fait un peu de peine quand même. Vous en pensez quoi, vous ? On entend souvent que la Red Bull numéro 2 serait maudite. Franchement les gars, pour moi, il n'y a rien d'une malédiction dans tout ça. Mon avis, c'est que Red Bull construit une voiture pour 2 pilotes, mais que seul Max Verstappen arrive vraiment à en tirer 100%. Il est si fort en piste, tellement influent en interne, que ses coéquipiers ne peuvent pas exister à ses côtés. Je pense pas qu'il y ait 2 voitures différentes, je pense juste qu'il y a l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, l'un des plus gros bosseurs qu'on ait vu, qui fait face à des mecs qui ont peut-être un peu moins de talent de base, et qui ont du mal à s'adapter à cette équipe si spéciale. Et je le redis, chez Red Bull, ils sont pas innocents non plus. Au contraire même. Je l'ai dit, le problème, c'est leur système. Le management est terrible, même si pas si mauvais vu les résultats, hyper dur. Et les décisions de changer les pilotes après aussi peu de temps sont problématiques. Et quand je dis management, je pense à Christian Horner, mais évidemment aussi à Helmut Marko. C'est lui qui a le dernier mot sur ses décisions, et c'est lui qui a cette vision impitoyable. Si t'es pas bon tout de suite, tu dégages. Un style qui a permis d'élever des talents comme Vettel ou Verstappen, mais qui a aussi brisé beaucoup de carrières. Ils brûlent leurs pilotes aussi vite qu'ils les propulsent. C'est pas une méthode que j'admire perso. Après, c'est la dure loi de la F1, et c'est une façon de faire qu'on doit respecter à partir du moment où elle existe. Et puis il y a une phrase d'Horner qui résume parfaitement la situation aussi selon moi. Max est le coéquipier le plus difficile à avoir au monde. Je pense qu'on ne peut pas être plus juste que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs sur un potentiel transfert. Perso, je serais vraiment intéressé à le voir dans une autre équipe. Pour voir comment il s'adapte ailleurs, et comment Red Bull survit sans lui. Après, honnêtement, c'est peut-être le reset dont Red Bull a besoin. Même si ça ferait très mal, ça serait peut-être un mal pour un bien. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, on en saura plus très bientôt. D'ailleurs, le reset, il a déjà commencé, puisque vous n'avez pas pu le rater, Christian Horner s'est fait virer. Plus d'infos dans cette vidéo. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Donnez-moi vos avis sur le sujet en commentaire. Les gars, comme d'habitude, je vous conseille un contenu de ma chaîne que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande cet épisode de mon podcast, dans lequel je parle de casques avec Adrien Pavio. C'est lui qui fait les casques de Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, Pierre Gasly. Les anecdotes sont folles, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!